toutes et à tous. Voici une nouvelle lecture. Celle-ci est la continuité de l'Assommoir. Je vous souhaite une très bonne écoute. À très vite. Lantier leva les 2 poings, puis, résistant au besoin de l'abattre, il lui saisit les bras, la secoua violemment, l'envoya tomber sur le lit des enfants, qui se mirent de nouveau à crier, et il se recoucha, en bégayant, de l'air farouche d'un homme qui prend une résolution devant laquelle il hésitait encore. « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, Gervaise, tu as eu tort, tu verras. » Pendant un instant, les enfants sanglotèrent. Leur mère, restée ployée au bord du lit, les tenait dans une même étreinte, et elle répétait cette phrase à 20 reprises d'une voix monotone. « Oh, si vous n'étiez pas là, mes pauvres petits, si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas là. » Tranquillement allongé, les yeux levés au-dessus de lui, sur le lambeau de perse déteinte, Lantier n'écoutait plus, s'enfonçait dans une idée fixe. Il resta ainsi près d'1 heure, sans céder au sommeil, malgré la fatigue qui appesantissait ses paupières, quand il se retourna, s'appuyant sur le coude. La face dure et déterminée, Gervaise achevait de ranger la chambre. Elle faisait le lit des enfants qu'elle venait de lever et d'habiller. Il la regarda donner un coup de balai, essuyer les meubles. La pièce restait noire, lamentable, avec son plafond fumeux, son papier décollé par l'humidité, ses 3 chaises et sa commode éclopée, où la crasse s'entêtait et s'étalait sous le torchon. Puis, pendant qu'elle se lavait à grande eau, après avoir attaché ses cheveux, devant le petit miroir rond, pendu à l'espagnolette, qui lui servait pour se raser, il parut examiner ses bras nus, son cou nu, tout le nu qu'elle montrait, comme si des comparaisons s'établissaient dans son esprit. Et il eut une moue des lèvres. Gervaise boitait de la jambe droite, mais on ne s'en apercevait guère que les jours de fatigue, quand elle s'abandonnait, les hanches brisées. Ce matin rompu par sa nuit, elle traînait sa jambe, elle s'appuyait au mur. Le silence régnait, il n'avait plus échangé une parole, puis semblait attendre. Elle rongeait sa douleur, s'efforçant d'avoir un visage indifférent, se hâtait. Comme elle faisait un paquet du linge sale jeté dans un coin derrière la malle, il ouvrit enfin les lèvres. Il demanda: « Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu » Elle ne répondit pas d'abord. Puis, lorsqu'il répéta sa question, furieusement elle se décida. « Tu le vois bien, peut-être. Je l'avais, tout ça. Les enfants ne peuvent pas vivre dans la crotte. » Il lui laissa ramasser 2 ou 3 mouchoirs, et au bout d'un nouveau silence, il reprit. « Est-ce que tu as de l'argent » Du coup, elle se releva, le regarda en face, sans lâcher les chemises sales des petits qu'elle tenait à la main. « De l'argent? Où veux-tu donc que je l'ai volé? Tu sais bien que j'ai eu 3 francs avant-hier sur ma jupe noire. Nous avons déjeuné 2 fois là-dessus, et l'on va vite avec la charcuterie. Non, sans doute, je n'ai pas d'argent. J'ai 4 sous pour le lavoir. Je n'en gagne pas comme certaines femmes. » Il ne s'arrêtait pas à cette allusion. Il était descendu du lit. Il passait en revue les quelques loques
je porte aussi les enfants, demanda-t-elle. Hein? Si l'on prêtait sur les enfants, ce serait un fameux débarras. Elle alla au mont-de-piété. Pourtant, quand elle revint au bout d'une demi-heure, elle posa une pièce de 100 sous sur la cheminée, en joignant la reconnaissance aux autres entre les deux flambeaux. Voilà ce qu'ils m'ont donné, dit-elle. Je voulais 6 francs, mais il n'y a pas eu moyen. Oh, ils ne se ruineront pas. Et l'on trouve toujours un monde dedans. Lantier ne prit pas tout de suite la pièce de 100 sous. Il aurait voulu qu'elle fût de la monnaie pour lui laisser quelque chose, mais il se décida à la glisser dans sa poche de son gilet. Quand il vit sur la commode un reste de jambon dans un papier avec un bout de pain. Je ne suis point allé chez la laitière parce que nous lui devons 8 jours, expliqua Gervaise. Mais je reviendrai de bonne heure. Tu descendras chercher du pain et des côtelettes panées. Pendant que je ne serai pas là, et nous déjeunerons, monte aussi un litre de vin. Il ne dit pas non. La paix semblait se faire. La jeune femme achevait de mettre en paquet le linge sale, mais quand elle voulut prendre les chemises et les chaussettes de Lantier au fond de la malle, il lui cria de laisser ça. « Laisse mon linge, entends-tu? Je ne veux pas. »« Qu'est-ce que tu ne veux pas ?» demanda-t-elle en se redressant. « Tu ne comptes pas sans doute remettre ces pourritures. Il faut bien les laver. » Et elle l'examinait, inquiète, retrouvant sur son visage du joli garçon la même dureté, comme si rien, désormais, ne devait le fléchir. Il se fâcha, lui arracha des mains le linge qu'il rejeta dans la malle. « Tonnerre de Dieu, obéis-moi donc une fois quand je te dis que je ne veux pas. »« Mais pourquoi ?» reprit-elle, pâlissant, déflorée d'un soupçon terrible. « Tu n'as pas besoin de tes chemises maintenant, tu ne vas pas partir. Qu'est-ce que ça peut te faire que je les emporte ?» Il hésita un instant, gêné par les yeux ardents qu'elle fixait sur lui. « Pourquoi, bégayait-il. Parbleu, tu vas dire partout que tu m'entretiens, que tu laves, que tu raccommodes. Eh bien, ça m'embête. Là, fais tes affaires, je ferai les miennes. Les blanchisseuses ne travaillent pas pour les chiens. » Elle le supplia, se défendit de s'être jamais plainte, mais il ferma la malle brutalement, s'assit dessus, lui cria « Non !» dans la figure. Il était bien le maître de ce qui lui appartenait. Puis, pour échapper au regard dont elle le poursuivait, il retourna s'étendre sur le lit, en disant qu'il avait le sommeil. Et qu'elle ne lui cassa pas la tête davantage. Cette fois, en effet, il parut s'endormir. Gervaise resta un moment indécise. Elle était tentée de repousser du pied le paquet de linge, de s'asseoir là, à coudre. La respiration régulière de Lantier finit par la rassurer. Elle prit la boule de bleu et le morceau de savon qui lui restait de son dernier savonnage et, s'approchant des petits qui jouaient tranquillement avec de vieux bouchons devant la fenêtre, elle les baisa en leur disant à voix basse « Soyez bien sages, ne faites pas de bruit, papa dort. » Quand elle quitta la chambre, les rires adoucis de Claude et d'Étienne sonnaient seuls dans le grand silence, sous le plafond noir. Il était 10 heures. Une raie de soleil entrait par la fenêtre entr'ouverte. Sur le boulevard, Gervaise tourna à gauche et suivit la rue Neuve de la Goutte d'Or. En passant devant la boutique de Madame Fauconnier, elle salua d'un petit signe de tête. Le lavoir était situé vers le milieu de la rue,
pavé commençait à monter. Au-dessus d'un bâtiment plat, 3 énormes réservoirs d'eau, des cylindres de zinc fortement boulonnés, montraient leur rondeur grise. Tandis que derrière s'élevait le séchoir, un deuxième étage très haut, clos de tous les côtés par des persiennes à lames minces, au travers desquelles passait le grand air et qui laissait voir des pièces de linge séchant sur les fils de laiton. À droite des réservoirs, le tuyau étroit de la machine à vapeur soufflait d'une haleine rude et régulière, des jets de fumée blanche. Gervaise, sans retrousser ses jupes, en femme habituée aux flaques, s'engagea sous la porte encombrée de jarres d'eau de Javel. Elle connaissait déjà la maîtresse du lavoir, une petite femme délicate aux yeux malades, assise dans un cabinet vitré, avec des registres devant elle, des pains de savon sur des étagères, des boules de bleu dans des bocaux, des livres de carbonate de soude en paquet. Et en passant, elle lui réclama son battoir et sa brosse, qu'elle lui avait donné à garder lors de son dernier savonnage. Puis, après avoir pris son numéro, elle entra. C'était un immense hangar, à plafond plat, à poutres apparentes, monté sur des piliers de fonte, fermés par de larges fenêtres claires. Un plein jour blafard passait librement dans la buée chaude, suspendu comme un brouillard laiteux. Des fumées montaient de certains coins, s'étalant, noyant les fonds d'un voile bleuâtre. Il pleuvait une humidité lourde, chargée d'une odeur savonneuse, et par moments, des souffles plus forts d'eau de Javel dominaient. Le long des batteries, aux deux côtés de l'allée centrale, il y avait des files de femmes, les bras nus jusqu'aux épaules, le cou nu, les jupes raccourcies montrant des bas de couleur et de gros souliers lacés. Elles tapaient furieusement, riaient, se renversaient pour crier un mot dans le vacarme, se penchaient au fond de leur pack, ordurières, brutales, dégingandées, trempées par une averse, légères, rougies et fumantes. Autour d'elles, sous elles, coulait un grand ruissellement, les seaux d'eau chaude promenés vidés d'un trait, les robinets d'eau froide ouverts, pissant de haut, les éclaboussements des battoirs, les égoutures des linges rincés, les mares où elles pataugeaient s'en allant par de petits ruisseaux sur les dalles en pente. Et au milieu des cris, des coups cadencés, du bruit murmurant de pluie, de cette clameur d'orage, s'étouffant sous le plafond mouillé. La machine à vapeur à droite, toute blanche d'une rosée fine, haletait et ronflait sans relâche, avec la trépidation dansante de son volant qui semblait régler l'énormité du tapage. Cependant, Gervaise, à petits pas, suivait l'allée en jetant des regards à droite et à gauche. Elle portait son paquet de linge passé au bras, la hanche haute, boitant plus fort dans le va-et-vient des laveuses qui la bousculaient. « Hé, par ici, ma petite !» cria la grosse voix de Madame Bauche. Puis, quand la jeune femme lui rejoint à gauche, tout au bout de la concierge qui frottait furieusement une chaussette, se mit à parler par courtes phrases, sans lâcher sa besogne. « Mettez-vous là,
pas des chemises que vous auriez dû mettre à couler. C'est que d'enfant, ma parole, ça a de la suie au derrière. Gervaise défaisait son paquet, étalait les chemises des petits, et comme Madame Boche lui conseillait de prendre un seau d'eau de lessive, elle répondit: « Oh non, l'eau chaude suffira, ça me connaît. » Elle avait trié le linge, mis à part les quelques pièces de couleur, puis, après avoir rempli son paquet de 4 seaux d'eau froide pris au robinet derrière elle, elle plongea le tas du linge blanc et, relevant sa jupe, la tirant entre ses cuisses, elle entra dans une boîte posée debout qui lui arrivait au ventre. « Ça vous connaît, hein ?» répétait Madame Boche. « Vous étiez blanchisseuse dans votre pays, n'est-ce pas, ma petite ?» Gervaise, les manches retroussées, montrant ses beaux bras de blonde, jeune encore, à peine rosée au coude, commençait à décrasser son linge. Elle venait d'étaler une chemise sur la planche étroite de la batterie. Mangée et blanchie par l'usure de l'eau, elle la frottait de savon, la retournait, la frottait de l'autre côté. Avant de répondre, elle empoigna son battoir, se mit à taper, criant ses phrases, les ponctuant à coups rudes et cadencés. Oui, oui, blanchisseuse, à 10 ans. Il y a 12 ans de ça. Nous allions à la rivière, ça sentait meilleur qu'ici. Il fallait voir, il y avait un coin sous les arbres, avec de l'eau claire qui courait. Vous savez, à Plassans. Vous ne connaissez pas Plassans, près de Marseille? C'est du chien, ça, s'écria Madame Boche, émerveillée de la rudesse des coups de battoir. Quelle matine! Elle vous a platiré du fer avec ses petits bras de demoiselle. La conversation continua, très haut. La concierge, parfois, était obligée de se pencher, n'entendant pas. Tout le linge blanc fut battu et ferme. Gervaise le replongea dans le paquet, le reprit pièce par pièce, pour le frotter de savon une seconde fois et le brosser. D'une main, elle fixait la pièce sur la batterie, de l'autre main, qui contenait la courte brosse de chien d'or, elle tirait du linge une mousse salie qui, par longues bavures, tombait. Alors, dans le petit bruit de la brosse, elles se rapprochèrent, elles causèrent d'une façon plus intime. « Non, nous ne sommes pas mariés, » reprit Gervaise. « Moi, je ne m'en cache pas. Lantier n'est pas si gentil pour qu'on souhaite être sa femme. S'il n'y avait pas les enfants, allez, j'avais 14 ans et lui 18. Quand nous avons eu notre premier, l'autre est venu 4 ans plus tard. C'est arrivé comme ça arrive toujours, vous savez. Je n'étais pas heureuse chez nous. Le père Macquart, pour un oui, pour un non, m'allongeait des coups de pied dans les reins. Alors, ma foi, on songe à s'amuser dehors. On nous aurait mariés, mais je ne sais plus. Nos parents n'ont pas voulu. » Elle secoua ses mains, qui rougissaient sous la mousse blanche. « L'eau est joliment